Le cercle RH et les experts de Smart Job, c'est chaque vendredi pour balayer l'actualité. Il y a pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est des bonnes ou mauvaises nouvelles ? C'est la fin du télétravail obligatoire et les RH disent tant mieux, on va pouvoir reprendre la main sur nos collaborateurs. On a fait tomber le masque, voilà, en tout cas en extérieur. On va s'intéresser aussi à la grève de Pôle emploi, parce que ça, c'est un petit indicateur. Pouvoir d'achat, mais pas seulement, on va en parler, c'est aussi sur une surcharge de travail liée notamment aux réformes gouvernementales. Ils sont un petit peu au bout du rouleau, les collaborateurs Pôle emploi. Et enfin, très bon chiffre, les chiffres du chômage dans les pays de l'Union, au plus bas depuis 1998, du jamais vu. D'ailleurs plus bas que les chiffres français du chômage en France, légèrement plus bas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je vois Stéphane Marchand, que je salue, qui fait une petite moue, parce que je ne suis peut-être pas au clair dans mes chiffres, prenez-moi. Si, bien sûr, bien sûr. Rédacteur en chef pour l'Écho, vous l'avez, avec ce titre. Alors, vous êtes riche, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Donc vous tordez le cou au débat du pouvoir d'achat et les chiffres sur le pouvoir d'achat augmentent. Le pouvoir d'achat augmente, mais la sensation est inverse. Et la France n'est pas le seul pays dans ce cas-là. Alors en fait, c'est un peu comme la sensation de froid au ski. Il fait moins 10, mais on en ressent moins 20, quoi. C'est ça l'idée. L'idée surtout, c'est qu'il y a énormément de services gratuits qui, étant gratuits, ne sont plus comptabilisés psychologiquement par les gens et qui pourtant augmentent leur pouvoir d'achat de manière énorme. C'est vrai, le consommateur cynique, puisque c'est aussi un des sous-titres de votre couverture. Et puis avec nous, Olivia Copin. Bonjour Olivia. Bonjour. Fondatrice de Juste Business. Vous êtes enseignante au CELSA. Commençons par le télétravail. C'est vrai que ça avait été un demi-coup dur. Les entreprises s'étaient repliées à un télétravail obligatoire 3 jours. C'est terminé. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'avec cela, évidemment, c'est la fin du port du masque. Et c'est Olivier Véran qui est venu il y a 2 jours sur un plateau de télé, cette fois-ci sans masque, pour dire voilà, tout change. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le bon calendrier, là ? C'est le moment ou pas ? Alors en termes tellement habitué à... Oui, c'est ça, on est habitué. Alors en termes de calendrier, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue psychologique, oui, ça fait du bien. Effectivement, pour les entreprises, on passe d'une obligation à une recommandation. Donc je pense que les entreprises, comme tous les citoyens, ont très envie de retrouver leur liberté dans leur manière de travailler ensemble. Liberté, vous êtes sûr ? Enfin, excusez-moi, parce que les RH disent on va pouvoir enfin les faire revenir. Quand même. Non, justement, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est la fin d'une obligation, mais est-ce que c'est un soulagement pour autant ? Non, parce que, comme vous le disiez, il va falloir faire revenir les personnes un peu réfractaires. Il y a un syndrome un peu du cocon dont on entend parler, c'est-à-dire que beaucoup de salariés ont du mal à revenir. Il va falloir aussi réapprendre à travailler ensemble, repenser un peu le collectif. Ça fait quand même 2 ans qu'on est plus ou moins en télétravail. Et en même temps aussi, il va falloir s'occuper aussi, parce que c'est ce qu'on disait une autre fois aussi sur votre plateau, c'est-à-dire que ce télétravail, il est un peu 5 étoiles. Hein. Ça dépend où est-ce qu'on travaille, ça dépend si on est junior, low cost ou 5 étoiles. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas pareil de travailler dans un 20 mètres carrés lorsque vous êtes tout jeune actif ou lorsque vous êtes très senior et que vous avez un bureau chez vous. Ouais, et puis un débat qui n'est pas tranché, parce que ces chiffres-là sont un peu compliqués à voir, c'est de savoir si la productivité, même si la NDRH avait indiqué que tout ça allait très bien, est-ce que la productivité était aussi bonne qu'on le disait ? Est-ce que lorsqu'on est en télétravail, on n'a pas d'autres difficultés, d'autres contraintes ? Vous en pensez quoi, Stéphane Marchand ? C'est une bonne nouvelle, ça, la fin du télétravail obligatoire ? Alors, je ne vais pas vous répondre comme journaliste, mais plutôt comme employeur. Hein. Moi, je pilote une petite équipe de 10 personnes. Ils ont tous à peu près 25-30 ans. Et après avoir considéré qu'effectivement la productivité augmentait parce que c'était plus simple et qu'on pouvait consacrer plus d'heures par jour à travailler, je m'aperçois, en faisant les entretiens annuels que eh bien, je m'aperçois que ça pèse quand même sur les esprits. Et d'une manière un peu perverse. C'est pas un gros choc, mais j'entends constamment dire oui, mais l'esprit d'équipe n'est plus le même, etc. Donc, effectivement, il y a des inconvénients au télétravail. Les avantages sont indéniables, mais il faut mesurer les inconvénients de long terme. Et donc, je suis très content de revenir à un système où l'équipe sera plus souvent ensemble. Juste un mot chacun. Au-delà de toutes les contraintes que vous soulevez, les entretiens annuels où les collaborateurs, de manière un peu insidieuse, finalement disent oui, c'est bien, mais est-ce qu'on n'a quand même pas changé d'air ? Avec la fin de ce télétravail obligatoire, il y a eu des milliers, près de 3000 accords télétravail signés. C'est rentré dans les mœurs. Est-ce qu'on a basculé ou est-ce que doucement, en fait, on va revenir en arrière ? Alors, je pense qu'il y a 2 écoles. Moi,
ce que je peux voir en tout cas dans la manière dont on accompagne les entreprises, c'est que clairement il n'y aura pas de retour en arrière. Enfin, on est vraiment passé dans une nouvelle ère. En fait, cet outil, ce télétravail, ça a été un outil imposé. Aujourd'hui, il va falloir se l'approprier, mais on ne reviendra pas comme avant. C'est-à-dire parce qu'on voit bien que le 100% présentiel avait aussi ses limites. Il y avait beaucoup de burn-out. Les gens ont quand même, les salariés ont quand même retrouvé aussi dans le télétravail la possibilité d'avoir plus d'agilité, plus de flexibilité dans leur emploi du temps. Moins de transport. Maintenant, moins de transport. Ouais. Maintenant, là où je vous rejoins complètement, c'est que l'entreprise, c'est aussi un collectif et que c'est un lieu de sociabilisation. Et donc, on ne peut pas non plus aller au 100% télétravail. Donc, c'est l'hybridation. On va vers l'hybride. C'est l'hybridation, mais en fait, on est en train, je pense que les prochaines années, on va essayer de construire un modèle qui soit à la fois plus inclusif, plus respectueux aussi du bien-être, du sens du travail, au-delà de la productivité. Donc ça, vous citez beaucoup, parce que régulièrement, vous nous le dites. Juste, le patron de la rédac que vous êtes, le directeur de la publication, si je ne m'abuse, il y a aussi l'enjeu de... On ne peut pas faire une conférence de rédaction en visio. Vous l'avez fait, mais c'est difficile. En revanche, on peut faire des réunions éditoriales, stratégiques, pour essayer de turbuler un peu. Donc c'est l'hybridation vers laquelle vous allez. Alors c'est vrai que probablement la solution ultime, ce sera d'être capable de faire de l'hybridation. Moi, dans mon expérience, faire une conférence complètement en visio, oui. Complètement en présentiel, oui. Mais pas les deux. Hybride, ça, je ne sais pas encore vraiment faire. Et je crois que c'est le problème. Olivia le disait très bien à l'instant, il faut s'approprier le télétravail. Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer à manager les équipes comme on le faisait en présentiel complet. Il faut inventer de nouvelles méthodes. Il faut, paraît-il, faire de la communication asynchrone, dit-on, avec des outils du genre Slack, qui permettent aux gens d'être parfaitement au même niveau d'information à des moments différents. Mais si on ne le fait pas, c'est comme les questions du genre, pourquoi est-ce que la révolution numérique ne fait pas des gains de productivité dans les entreprises? C'est la grande question de l'économie depuis 15 ans. Tout simplement parce que les gens ne tiennent pas compte des spécificités de l'outil numérique. Ils continuent à manager comme avant et donc évidemment ils se heurtent à plein de... Ça, c'est un vrai sujet que vous soulevez d'ailleurs un peu décalé de la question du télétravail, mais qui est lié. C'est qu'en fait, il y a aussi des blocages, je dirais, technologiques ou des blocages psychologiques. On fait du vieux management avec des outils ultra modernes dont on ne se sert pas. Exactement. Ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs. On fait semblant, on effleure ces outils, mais on ne se les approprie pas, pour reprendre la formule d'Olivia. En parlant d'outils, parce que Dieu sait si Pôle emploi, on peut lui faire des critiques, mais il a quand même énormément travaillé sur son développement numérique, sur la possibilité pour les allocataires de pouvoir contacter directement quelqu'un. Enfin, il y a un gros travail, mais ils étaient en grève, vous avez vu, c'était mardi dernier. Il y avait une double revendication. La négo de 1% de salaire, ça revient d'ailleurs au débat de votre pouvoir d'achat, n'est pas suffisante. Et là, c'était, je crois, les 10 syndicats de Pôle emploi qui étaient unis, ce qui est assez rare, il faut le signaler. Et puis, ils se plaignent aussi d'une accumulation de mesures. Alors, il y avait évidemment la réforme de l'assurance chômage, il y a quand même pas mal de choses dans le tuyau, le contrat d'engagement jeune, pas mal de petites choses. Ils sont débordés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette grève? Parce qu'en fait, elle fait écho à plein de secteurs qui se plaignent de ne pas gagner assez. Oui, effectivement, j'ai envie de dire un secteur de plus. Pourquoi? Alors, évidemment, il y a cette question de la rémunération, mais il y a aussi des conditions de travail, parce que finalement, avec cette crise du Covid, encore une fois, la perception qu'on avait sur les contraintes qu'on pouvait avoir dans son travail a changé. Donc aujourd'hui, on parle de ce secteur-là, ils ne sont plus prêts à accepter ce qui encore il y a quelques années était entre guillemets toléré. Et puis je crois que c'est quand même un Pôle emploi, voilà, avec toutes les dernières réformes qu'il y a eu, puis bon, tout le chômage partiel. Enfin, ça a été 2 années quand même, je pense, un peu compliquées pour eux. C'est clair, il fallait appeler les gens, il fallait les contrôler. C'est aussi un secteur où vous êtes confronté parfois à des situations quand même assez compliqué. C'est clair. Donc je pense qu'encore une fois, il y a à la fois la question financière, moi je ne suis pas économiste, mais aussi la question du sens sur qu'est-ce que je fais dans mon job, qu'est-ce que je fais dans mon job, à quoi je sers. Et souvent, sur ce type d'acteurs, ils ont l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan pour des heures de travail quand même assez longues, et puis surtout, des conditions qui sont quand même souvent extrêmement difficiles. Est-ce que vous allez mettre les pieds dans le plat, Stéphane Marchand? Parce que le chômage décru, on va en parler en Europe, mais il a beaucoup baissé aussi en France. On a 718 000 contrats d'alternance, c'est ce qu'a évoqué Elisabeth Borne cette semaine. C'est du jamais vu, c'est-à-dire qu'on a une décrue, même si on peut évidemment aller encore plus loin. Et Pôle emploi doit continuer à rester cette espèce d'hydre comme ça, gigantesque, très centralisé. C'est quand même une question qui est posée au-delà des revendications des salariés. Alors, dans un pays qui a fait du chômage son obsession numéro 1,
obsession politique, obsession réussie d'ailleurs, on peut le dire. Obsession psychologique. Et donc cette obsession, elle est parfaitement réussie, vous avez raison, elle domine complètement la vie collective. Il est tout à fait... Le Pôle emploi occupe un rôle absolument central, bien au-delà de l'économie. Bien au-delà de l'économie. Les gens, c'est la dignité, c'est la sécurité, donc c'est notre modèle en fait. Voilà, c'est tout à fait normal que les gens de Pôle emploi soient bien traités. Il se trouve que ces temps-ci, ils ont été très sollicités, notamment parce que, comme toujours à l'approche d'une élection, on leur a demandé d'appliquer les règles de manière plus sévère. Et en particulier, de mettre sous pression les chômeurs qui ne cherchent pas activement un emploi, de manière à pouvoir, s'ils ne réagissent pas vite, à les sortir des statistiques, parce que les statistiques, on vient de le voir, il est bon qu'elles sont au bon moment, en bon état. D'ailleurs, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas autant de demandeurs d'emploi récalcitrants. Quand on regarde bien les chiffres, oui. Il y a des fraudeurs, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas 90% des demandeurs d'emploi. C'est souvent une inadéquation entre l'offre et la demande. Oui, et puis on est quand même dans un système qui, globalement, n'incite pas forcément à la reprise d'emploi. Vous connaissez ces fameuses statistiques disant qu'en dessous de 1800 € bruts, vous n'avez pas intérêt à travailler en CDI. Et l'extrême précarité, l'extrême volatilité des salariés sous cette barre-là s'explique tout simplement parce qu'ils calculent. Ils font des calculs. Entre les aides sociales, pour le dire simplement, et le salaire net à la fin du mois, ils perdent une partie de ces aides et donc n'ont pas grand intérêt, ou sur le plan purement économique, à reprendre un travail. Dans une logique de pouvoir d'achat, beaucoup de Français n'ont pas intérêt à avoir un travail stable. Juste un mot chacun, parce que Pôle emploi revendique un salaire digne pour les efforts fournis, et c'est tout à fait légitime, réclame aussi un peu une limitation de la charge de travail, et demande d'ailleurs qu'il y ait des embauches. Ce qui est d'ailleurs assez amusant d'embaucher à Pôle emploi. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ? Certains, je me souviens très bien d'hommes politiques qui envisageaient l'idée même de décentraliser Pôle emploi, c'est-à-dire de donner à chacune des régions, j'entends Valérie Pécresse qui parle de territorialiser un certain nombre de choses, est-ce qu'il ne faut pas territorialiser Pôle emploi ? Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer quelque chose qui soit plus en lien avec les régions, les institutions ? Je ne sais pas, c'est un sujet quand même. Moi, je suis instinctivement assez favorable à cette idée, parce que cela permettrait à des expériences locales d'avoir lieu. C'est très très difficile de faire des expériences innovantes dans un gigantesque système centralisé. En revanche, si vous avez une cinquantaine de sous-systèmes, vous pouvez faire des essais. Et en particulier, l'essai à faire, c'est de montrer que l'important, ce n'est pas d'avoir un emploi. C'est pas ça qui compte. L'important, c'est d'avoir de l'employabilité. C'est-à-dire, soit vous avez un travail, soit vous êtes en formation. Mais à tout instant, vous avez une employabilité qui vous permet de regarder l'avenir avec confiance. Vous avez beaucoup de gens qui ont un emploi, mais qui n'ont aucune confiance. Parce qu'ils savent très bien que n'ayant pas été formés depuis 10 ans, ils sont sur le siège éjectable. Dans les 2 ans qui viennent, ils savent que la boîte va fermer, que l'activité n'est plus un secteur porteur. Exactement, les gens sont intelligents, les gens comprennent. Donc vous dites qu'il faudrait qu'on ait aussi plus de souplesse, que Pôle emploi puisse anticiper, finalement, même lorsqu'on est en emploi, de pouvoir implémenter des formations. C'est un travail très minutieux, donc plutôt régional. Ça consiste à faire de la restructuration. Quand, par exemple, vous avez raté 2 ou 3 appels d'offres de suite, vous savez très très bien que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, vous avez une catégorie que vous connaissez à l'avance de salariés qui va être en danger. Soit vous faites quelque chose, soit vous ne faites rien. Alors, il y a les problèmes de délit d'entrave. C'est pas facile d'annoncer l'avenir dans une entreprise française. La loi ne vous y incite pas tout à fait. C'est vrai. Et vous met en danger si vous le faites. Donc, bon, c'est pas simple. Vous en pensez quoi, Olivia Copin ? On reste sur c'était l'UNEDIC et la NPE pour rappeler l'histoire de cette création, pour créer un outil plus performant. Il a été plutôt performant, plutôt modernisé de l'intérieur, il faut le dire. Mais c'est vrai que les salariés là sont un peu à bout de souffle. Et d'autres disent, c'est bien, mais c'est trop centralisé. C'est un peu la France, quoi. Oui, alors en tout cas, c'est totalement une problématique dans l'air du temps, c'est-à-dire décentraliser, refaire confiance aux solutions locales, redonner confiance aux associations. Aux associations. Après, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette problématique-là, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de salaire digne. Donc on voit bien que c'est pas, il y a le niveau de salaire, il y a le fait d'avoir un emploi, mais il y a aussi la dignité du travail. Et quand on regarde aux États-Unis, qui n'est pas du tout un système comme le nôtre, où les gens ne sont pas du tout assistés, ne sont pas du tout 15 jours d'aide et ensuite on est livré à soi-même. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de chômeurs aux États-Unis qui se baladent et qui ne sont pas du tout actifs pour retrouver un emploi. Donc on voit bien quand même. Et 4,5 millions qui démissionnent, vous avez vu ? La grande démission. C'est-à-dire que je me souviens de ce débat-là lorsque Emmanuel Macron avait proposé d'accorder aux personnes qui démissionnaient le chômage. Et en fait, ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont rendus compte. Ça c'est redescendu, ça. Oui, parce que c'est pour ça qu'un travail, évidemment, il y a l'aspect financier, mais qu'est-ce que m'apporte mon travail ? Dans quelles conditions
position, je l'exerce. Et effectivement, les métiers où il y a énormément d'allers-retours entre le fait de la possibilité d'avoir le chômage et de revenir au Pôle emploi. CDD, contrat court, on alterne. C'est souvent des métiers qui ne sont pas très valorisés socialement, qui sont parfois difficiles, qui sont ennuyeux. Enfin, donc je pense qu'il y a C'est le cas de la grande démission aux États-Unis. C'est des gens qui font des jobs chez McDo, qui sont chez Walmart, qui enchaînent et qui à un moment donné disent stop. Les fameux bullshit jobs. Les bullshit jobs, ou parfois des vrais boulots, mais très fatigants, répétitifs dans des dépôts, dans du service, qui sont des métiers finalement très épuisants et peu rémunérés. Tiens, parlons du chômage, parce que c'est vrai que je le redis, 718 000 contrats d'alternance signés, ça c'est les chiffres du ministère de l'Emploi, et ça a été dévoilé par Elisabeth Borne. Enfin, on n'a jamais vu ça en France, c'est un record. Un chômage qui baisse de mois en mois et une très bonne année, l'année 2021, et un chômage très bas en Europe, du jamais vu. Comment vous regardez ces chiffres, Stéphane, l'économiste? On a l'impression qu'il y a une mécanique. Et j'ai lu que c'était la France et l'Italie, d'ailleurs, qui tiraient tout ça vers le bas. Oui, qui tirent le chômage vers le bas. On entendait toujours l'Allemagne. Là, l'Allemagne, elle est, pour le coup, par rapport à cette espèce de duel franco-allemand, plutôt en train de marquer le pas. C'est vrai. Ils ont un gros problème d'exportation vers la Chine en ce moment, les Allemands. Et comme beaucoup de leur industrie dépend de ça, ils ont peut-être ce problème de chômage-là. C'est une bonne nouvelle. On se rapproche du plein emploi. Il faut faire attention, il ne faut pas dépasser le plein emploi. Sinon, l'économie se grippe et ne peut pas repartir. Et les entreprises ne trouveront plus personne à embaucher. Mais on s'aperçoit que la dynamique est tellement forte que toutes les catégories quasiment sont concernées. Notamment les ouvriers non qualifiés, qui en général sont les grands perdants de toutes les reprises, là aussi, leur taux de chômage s'améliore. Et pourtant, ils sont mal formés. Alors, là, deux chiffres qui sont intéressants, c'est la zone euro et puis l'Union européenne, parce que certains, on le sait, n'ont pas la monnaie européenne, mais c'est l'Union européenne. Alors, regardez ces chiffres. En zone euro, on est à 7% de la population active en décembre 2021. Et à l'UE, ça baisse encore un peu plus. On est à 6,4. Donc là, évidemment, on est pas loin du plein emploi, enfin en tout cas selon les chiffres français, et puis un taux de chômage le plus bas en décembre 2021. Alors parmi les pays qui ont un taux de chômage le plus bas, c'est intéressant, il y a la République tchèque, 2,1%, la Pologne, 2,9%, et l'Allemagne, 3,2%, mais il faut faire attention parce que l'Allemagne subit en ce moment des difficultés d'exportation sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la France bénéficie d'une économie qui est favorable parce que l'embellie est bonne, ou la politique française en matière d'emploi fait tache d'huile en Europe pour être un peu drôle? Disons que c'est sûr que ce qu'on peut dire, c'est que le quoi qu'il en coûte a quand même préservé l'économie française d'un Covid long. Et d'une crise dramatique. Donc c'est sûr que je pense que toutes les mesures sur le chômage partiel ont permis en fait le maintien de ces contrats de travail. Vous avez aussi en fait la possibilité de continuer à faire des crédits garantis par l'État qui ont permis à certaines entreprises qui auraient pu faire faillite d'exister. Et puis toutes les charges fixes aussi de l'entreprise qui ont été prises en charge par les finances publiques. Et donc finalement la vague de licenciements qu'on aurait pu craindre ou la vague de redressement, on en parle beaucoup. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Donc, c'est septembre, c'était septembre dernier, ça, on devait. Voilà, effectivement, il y a la dynamique européenne, mais je pense qu'on ne peut pas enlever quand même à la stratégie, le choix. La stratégie qui, pour le coup, là, les faits sont les faits, est plutôt une stratégie gagnante. Allez, on termine sur les chiffres. Là, c'est les pays où le taux de chômage est le plus élevé, mais encore une fois, là, c'est comme pour l'Italie, ils ont fait des efforts, même si le taux reste élevé. Donc, l'Espagne est à 13%, mais elle part de très très loin. L'Espagne, on se souvient de la crise, même de la fuite des jeunes Espagnols qui ont quitté le pays après la crise de 2008. Il y a la Grèce à 12,7%, l'Italie à 9%, mais dont l'économie est plutôt vigoureuse. Et puis la croissance française, 7% en 2021. C'était moins 8, rappelons-le, en 2020. C'est une embellie incroyable de notre économie. Enfin, je ne veux pas reposer toujours la même question, mais on dit souvent qu'après les guerres, on a eu les 30 glorieuses. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans cette espèce de mécanique-là, d'air où l'économie est florissante? Après, il y a des sujets, on parlera de l'inflation. Alors, qui est après un rebond, une baisse de moins 8 qui est un plus 7, c'est pas extraordinaire. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est pas extraordinaire, c'est normal, c'est un rebond. Ce qui peut véritablement changer l'économie française, c'est par exemple ce qui se passe dans la tech. Si on devient un géant de la tech, et en ce moment il y a beaucoup de frémissements sur ce sujet-là, et de très très bonnes nouvelles, on a beaucoup de nouvelles licornes. Ça, c'est quelque chose qui peut tout changer. Si on arrive à se réindustrialiser, sans faire de l'industrie à l'ancienne, mais en modernisant le concept d'industrie,
l'énergie. Ça aussi, ça peut changer l'économie française. Mais ça n'est pas le simple rebond. Le chiffre de plus 7 est intéressant, surtout à quelques semaines d'une élection présidentielle, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Supérieur d'ailleurs à ce qui avait été prévu, parce que pour le coup, il y a en plus un rebond sur le rebond. Sur ces pays, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, donc les pays du Sud, souvent la France avait été classée, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous classait souvent dans les pays du Sud, les pays qui ne se réforment pas. On se situe où maintenant là? Comment vous nous regardez? Comment on se regarde finalement la France? Parce qu'elle elle est quand même très dynamique la France là. Moi je reviens à ce que vous avez dit. C'est vrai que je pense qu'on est dans un carrefour où toutes les opportunités s'offrent à nous. Effectivement, on a réussi à résister à cette crise inédite du Covid. Maintenant, il y a des challenges qui s'offrent à nous, évidemment sur l'aspect tech, faire une transition écologique. Et puis c'est moderniser. mal parti avec l'Europe. Vous avez vu là la décision européenne de donner le label au gaz et au nucléaire. Alors là, évidemment, les écologistes, et pas seulement, d'ailleurs, sont vent debout. Enfin, on est un peu sur une ligne de crête, là, quand même, dans nos choix. C'est aussi, surtout, inventer de nouveaux modèles. Et en fait, finalement, on parlait de la révolution du travail tout à l'heure comme une nouvelle manière de réinventer, mais c'est un peu vrai dans plein de secteurs. C'est comment on va consommer, comment on réinvente la consommation, comment on va réindustrialiser, mais de manière intelligente, en face avec les défis actuels. Et En France ou en Europe, Olivia? Parce qu'il y a un débat aussi de se dire... Pour être vraiment et peser sur les investissements dans la tech, dans les investissements lourds, c'est l'Europe. Oui. La France ne pèsera pas toute seule. Et l'Europe ne pèsera pas sans la France aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est deux cercles, deux vagues, deux vases communicants. Et il faut, comme vous le disiez, créer des géants dans tous ces secteurs-là qui répondent aux défis actuels, que ce soit sur le plan éthique, transition tech, etc. Et je pense que les pays qui arriveront à relever ce défi-là feront partie des pays les plus forts, à la fois politiquement et économiquement, demain. Un mot sur l'inflation avant de nous quitter, parce que ça, c'est un petit peu le caillou dans la chaussure. C'est le pendant. Enfin, je me tourne vers vous, Stéphane. C'est-à-dire qu'on a une économie qui repart. Les matières premières sont très demandées. Je pense au beurre, par exemple, tout simplement. C'est quoi? C'est un phénomène classique, conjoncturel, ou est-ce qu'on est parti sur une inflation, un trend qui va grandir et qui va poser des problèmes sociaux, économiques et politiques? Vous avez injecté des centaines de milliards dans les économies, ce qui fait de l'inflation en général de toute façon. Et en plus, vous vous retrouvez dans une situation où il y a énormément de pénuries, notamment sur l'énergie. Donc c'est clair que l'inflation, elle est là. Tous les experts disent qu'elle c'est un gros sujet, vous qui parlez du pouvoir d'achat. Qu'elle ne saurait pas durer, mais elle dure plus que la Banque de France, par exemple, le répète depuis 3 mois. Donc il est possible que l'on soit dans un... Les Américains sont déjà, entre guillemets, en hyperinflation. Dans le discours politique, c'est clair. Nous, on n'y est pas encore, mais l'inflation peut devenir un facteur. Non, mais quand vous parlez de pouvoir d'achat et que vous le mettez en une, c'est parce que vous avez bien senti que la campagne présidentielle, au-delà des débats d'identité, était centrée sur ces questions de pouvoir d'achat. C'est pour ça que vous... Bien sûr. Le pouvoir d'achat, c'est un sujet économique, mais c'est un sujet de société pour les salariés. Parce que très vite, on pousse la porte du RH et on dit, moi, j'ai pas assez à la fin du mois. C'est des sujets éminemment abrasifs, non? Ah bah bien sûr, parce qu'il y a toute une série de gens qui n'arrivent pas à vivre, et notamment toute une série de gens de salariés. Les fameux dont on parlait. Les working poor, exactement. Les travailleurs pauvres, ça devient un phénomène considérable, des gens qui vivent dans leur voiture alors qu'ils sont par ailleurs salariés, qui n'ont pas le salaire digne auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai problème français. Ce qui n'est pas le cas des collaborateurs de Pôle emploi. Il faut préciser qu'ils ont un salaire convenable. Mais c'est vrai que, eu égard à l'effort qu'ils ont produit, ils estiment avoir été en première ligne et donc d'être un peu plus récompensés de leurs efforts. Si je paraphrase. Olivia, un mot de conclusion. Oui, alors il y a quand même beaucoup de travailleurs pauvres en Allemagne aussi, il me semble. Mais en tout cas, pour revenir au problème français... Un SMIC très jeune. Oui, le pouvoir d'achat, c'est au-delà de ce que je vais gagner, c'est est-ce qu'avec ce que je vais gagner, je vais pouvoir vivre dignement. Et vivre dignement, c'est plus juste de quoi avoir mangé comme il y a 10-15 ans. C'est est-ce que je vais pouvoir apporter une éducation de qualité à mes enfants? Et est-ce que, il y a énormément d'attentes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette perception qui a changé. Et les gens sont plus du tout prêts à travailler pour juste un salaire. Stéphane. Et c'est là qu'un système à la française dans lequel la santé est largement gratuite, dans lequel l'éducation est largement gratuite, dans lequel toute une série de choses sont fournies à des prix soit nuls, soit très faibles, est un gain de pouvoir d'achat au sens de dignité, comme vient de dire Olivia, considérable. Enfin, vous soulevez un sujet, c'est la valeur des choses, parce qu'effectivement, la gratuité, l'idée comme ça que les choses deviennent gratuites, on oublie que tout ça a un coût. La gratuité, ça n'existe pas. C'est pas un économiste que la gratuité, c'est des impôts. C'est des impôts. Ce qui est intéressant, quelqu'un paie un jour. Oui.
pour revenir à l'école, ce qui est intéressant, c'est que justement, aujourd'hui, bon, c'est un autre sujet, mais pour accéder à une école de qualité, il faut souvent, malheureusement, la payer. C'est ça. C'est tout ça, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, un salarié, un cadre moyen, est-ce qu'il va faire appel à l'hôpital public pour se faire soigner de moins en moins? Est-ce qu'il va faire appel à l'école publique pour mettre ses enfants de moins en moins? Donc c'est ça aussi, tout ça, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'il y a, comme vous dites, des soulève le consentement à l'impôt des Français, qui soulève derrière le consentement à l'impôt, puisque quand le service public n'est pas à la hauteur... Le système craque un peu. Oui. Voilà. Il y a un rêve français. Modèle craque. Il y a un rêve français, il y a un modèle français. Clairement. Et il craque. Ouais, il est fissuré et pas loin de craquer. Et c'est pour ça que le pouvoir d'achat est une question si importante. Merci à vous deux, c'était un vrai plaisir. Olivia Copin, Just Business, professeure enseignante au CELSA. Merci Stéphane Marchand. Pour l'écho, on va revoir la une parce que vous faites un petit pied de nez au discours ambiant. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. J'adore votre couverture. Ouais, j'adore imaginer que je suis plus riche que je ne le suis. C'est pour l'écho, c'est votre magazine avec... voilà. Et c'est évidemment avec toute votre équipe dont vous nous avez parlé en début d'émission. On se tourne vers Fenêtre sur l'emploi, booster justement sa carrière et réussir son recrutement et sa recherche d'emploi. C'est parfois un casse-tête, on en parle tout de suite avec notre invité.